Les introductions en bourse les plus attendues des prochains mois, les IPO les plus attendus d'ici la fin de l'année 2026, mais aussi 2027 à Wall Street. Dans cette vidéo, vous allez assister à première partie, histoire boursière. Malheureusement, et vous l'avez vu récemment avec SpaceX, les introductions en bourse sont souvent un mauvais timing d'entrée. Vous savez quoi? Je vais reprendre avec vous toutes les plus importantes introductions en bourse à Wall Street depuis 2015 et vous allez voir ce qui s'est passé les 6 à 12 mois qui ont suivi l'introduction. Du coup, je vais vous montrer quand il est intéressant de se positionner. Deuxième partie, définitivement, je refais un point valo SpaceX, c'est trop cher. J'ai cherché, j'ai essayé de trouver un critère qui soit pas trop cher et pas trop prospectif. J'ai pas trouvé. Il n'empêche, ça s'achète, mais ça s'achète sur repli. Ça s'achète peut-être quand il y aura les premiers résultats publics, puisque maintenant c'est une boîte cotée. Bref, un mot sur SpaceX. Ensuite, les 10 plus grosses IPO attendues à Wall Street, c'est allez, 2 à 3 prochaines années. Je vais passer en revue. Vous savez, une boîte privée, c'est pas comme une boîte publique. Les informations financières-comptables sont peu disponibles, parfois pas disponibles, ou disponibles, mais nous pouvons en douter. Alors, avec les informations qui sont à notre disposition, parmi ces 10 plus grandes IPO, introduction en bourse attendue à Wall Street ces 2 prochaines années, qui fait déjà un bon chiffre d'affaires, qui dégage un EBITDA positif et éventuellement qui est déjà rentable. Ensuite, parmi ces 10, les 3 qui peuvent avoir lieu d'ici la fin de l'année. Et parmi ces 3, du coup, lesquelles peuvent être intéressantes à l'entrée, directement au moment de l'IPO, et peut-être pour les autres, attendre. Vous en direz aussi un mot dans la première partie lorsqu'on fera de l'histoire boursière. Ensuite, bien sûr, de manière générale, hem, avant d'envisager de se jeter sur une IPO, au-delà du buzz, au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir pour une entreprise, pour sa technologie, pour tout son développement prospectif, quels sont les réflexes à avoir d'un point de vue financier? En fonction des informations qui sont disponibles, mais vous savez que lorsqu'il y a une IPO, il y a tout un dossier à déposer, donc des informations deviennent publiques. Qu'est-ce qu'on doit regarder, allez, en priorité, vraiment les filtres pour savoir si j'y vais ou pas dès l'introduction? Et nous terminerons bien sûr par un point technique. S&P 500 est fondamental alors que l'été est ouvert et alors que l'été a commencé et que la saison des résultats trimestriels va commencer. On se refait un point valo, un point fondamental, un point S&P 500 technique. Et oui, donc ce sera un Top Gun chargé. Bienvenue, nouvelle édition du Top Gun. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez go, c'est parti. Les 3 introductions en bourse les plus attendues à Wall Street ces 12 à 24 prochains mois. En fait, nous allons en passer plus que 3 en revue. Vous allez voir, dans les 3, je n'ai pas mis Anthropic. Vous savez, Claude, l'assistant d'IA Claude d'Anthropic, parce qu'elle pourrait arriver plus tard que l'année 2026. Je vais quand même vous donner des chiffres intéressants sur une éventuelle introduction en bourse d'Anthropic, bien sûr. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé les 3 parce qu'en fait, bon, on va pas faire qu'un focus sur 3, mais nous allons en passer en revue un certain nombre. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction et j'ai voulu commencer par de l'histoire boursière. J'ai voulu commencer par de l'histoire boursière, pourquoi? Parce que, nous avons pu observer avec SpaceX un intérêt immédiat et massif des investisseurs particuliers, notamment américains. Bien sûr qu'Elon Musk a sa communauté de fans, bien sûr qu'il a su mobiliser et forcément, beaucoup doivent être déjà déçus finalement du delta qu'il y a entre le prix d'entrée de SpaceX et l'évolution du cours qui a suivi. Certes, ça a été bullish les 2-3 premières séances et c'est rapidement retombé. D'ailleurs, pour des raisons de valorisation bien identifiées et ça permet de voir un peu les critères qui sont importants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par de l'histoire boursière et je vais donc me concentrer et au passage, nous allons toutes les passer en revue sur TradingView. Histoire boursière, les IPO. Alors, je précise à nouveau IPO, acronyme anglais de Initial Public Offering, sont souvent, pour ne pas dire tout le temps, mais attention, sont souvent, pour ne pas dire tout le temps, mais quand même, il y a de rares cas où
L'IPO, c'est le bottom. Mais vous allez voir, c'est pas la majorité. En réalité, dans les 10 plus grandes introductions en bourse qui ont eu lieu à Wall Street depuis 2015, il y en a une sur 10 où le prix de l'introduction en bourse était le bottom. Et derrière, avec une superbe tendance haussière qui s'est déployée. Histoire boursière, les IPO sont souvent donc un mauvais timing d'entrée. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux IPO, et ça ne veut pas dire que cette présentation n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une introduction en bourse a de l'intérêt, peut avoir de l'intérêt en phase initiale, il y a quelques cas, mais c'est souvent intéressant de se dire que il faut acheter plusieurs semaines après l'IPO, lorsque ça a corrigé. Et là, c'est là où il peut y avoir, et vous allez voir, il y a énormément de points communs avec les actions que je vais vous montrer, c'est là qu'il peut y avoir un intérêt vraiment important. Les 10 plus grosses IPO à Wall Street entre 2015 et 2025. Alors, ces 10 plus grosses IPO, comment déterminer la taille d'une IPO? Bien sûr, j'aurais pu retenir plusieurs critères. J'aurais pu retenir, je ne sais pas moi, le critère du chiffre d'affaires, du nombre d'employés, ce que vous voulez. J'ai choisi de considérer comme critère la valorisation au moment de l'introduction en bourse. Bon, voilà, donc la market cap au moment de l'introduction en bourse. C'est pas forcément le meilleur des critères, mais ça permettait de faire un classement. Donc, entre 2015 et 2025, Uber, forcément, en mai 2019, 75 milliards à l'introduction. Rivian Automotive, en novembre 2021, 66 milliards à l'introduction. Didi Global, juin 2021, 61 milliards à l'introduction. Coupang, mars 2021, 60 milliards. ARM Holdings, qui est une boîte européenne, mais qui s'est introduite au Nasdaq. C'est de la tech. Je vous en ai parlé lorsque j'ai fait un point sur la tech européenne. Septembre 2023, 54 milliards. Airbnb, décembre 2020, 47 milliards. Snowflake, septembre 2020, 33 milliards. DoorDash, décembre 2020, 32 milliards. Lyft, mars 2019, 24 milliards. Coinbase Global, donc le deuxième plus important broker en crypto-monnaie du monde, mais le premier aux States. Le deuxième après Binance à l'échelle mondiale, parmi les brokers centralisés. Avril 2021, 22 milliards de dollars. Donc déjà, première information, vous constatez qu'en termes de valo, euh, SpaceX, les amis, c'est 2000 milliards de dollars. SpaceX, c'était 2000 milliards de dollars à l'IPO. Donc déjà, vous pouvez voir que ça permet aussi de situer SpaceX. Mais oublions SpaceX pour le moment. Vous avez donc une colonne société. Cette colonne, comme vous pouvez le constater, porte une couleur, rouge ou vert. Qu'est-ce que c'est? La couleur vous donne la tendance qu'a suivi le titre dans les 12 mois qui ont suivi l'introduction en bourse. La tendance qu'a suivi le titre dans les 12 mois après l'introduction en bourse vous est donnée par la couleur. 9 rouges, 1 vert. Bon, ça donne le ton. Alors, on va regarder d'ailleurs quelle forme ça a pu prendre sur les graphiques. Donc, j'ai remis ici, alors, au passage, donc SpaceX. Voilà, donc SpaceX. Voilà, SpaceX, le mouvement de va-et-vient qu'a fait SpaceX. Donc, parti de 140 dollars, monté à 220 dollars, retombé à 150. OK. Alors, prenons dans l'ordre les IPO dont je viens de vous parler. Uber, par exemple. Prenons Uber. Je vais vous montrer la représentation graphique en données hebdomadaires. Voilà. Introduction en bourse. Dans les 12 mois qu'on suivi, moins 70%. Avant d'avoir une superbe tendance haussière. Introduction en bourse, moins 70% et belle tendance haussière. OK. Ensuite, Rivian Automotive. Introduction en bourse, moins 93%, énorme trading range. Didi Global, introduction en bourse, moins 93% avant d'avoir une phase de reprise. Coupang, introduction en bourse, moins 86% avant d'avoir une phase de reprise. ARM Holdings, voilà le cas particulier. Introduction en bourse, tendance haussière immédiate, impulsion, range, breakout de range, impulsion, etc. etc. OK. Airbnb, introduction en bourse. Alors, il y a eu, allez, dans les 2 mois qu'on suivi, une hausse initiale. Introduction en bourse, c'est passé de 160 à 220 avant de faire un moins 50% dans les 12 mois qu'on suivi et ensuite de se reprendre. Donc Airbnb est un cas un peu particulier. Snowflake, introduction en bourse, pareil, dans les 3 prochaines semaines, un pump et moins 65% avant d'avoir une reprise. DoorDash, introduction en bourse, moins 78% avant de faire un nouveau record.
introduction en bourse, moins 78% et un nouveau record. Lyft, introduction en bourse, moins 83%, énorme rebond, range tout en bas, et là probablement un range d'accumulation. Coinbase Global, le premier broker crypto américain, introduction en bourse, moins 92% avant de faire un nouveau record, etc., etc. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que, eh bien, dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, l'IPO n'était absolument pas un bon timing. Attention, je parle du moyen terme, quelques mois. Sur le long terme, la plupart de ces titres ont pu, mais pas tous, faire ensuite de nouveaux records, en fonction bien sûr de leurs résultats financiers. Très bien. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, moi c'est vrai que j'étais un peu surpris, je ne comprenais pas quand je voyais cette file d'attente, tout le monde voulait souscrire à SpaceX. Et moi, je savais, je m'étais déjà dit dans ma tête, ça va être introduit, ça va peut-être pump un peu, ça va redropper, et moi je l'achèterai quand ça aura bien corrigé. Bon, voilà. En tout cas, l'histoire boursière nous montre qu'en termes de timing, ce ne sont souvent donc pas de bons moments, les introductions en bourse. Alors, je vous ai parlé de SpaceX. SpaceX, rapide parenthèse, je viens de vous montrer le graphique. SpaceX est vraiment définitivement trop cher en bourse. Pourquoi ce slide est en anglais? Ah oui, c'est parce qu'en fait, je fais les slides dans plusieurs langues parce que je publie dans différentes langues. Mais là, du coup, j'aurais dû mettre celui en français, mais on s'en fiche. Tout le monde est bilingue en anglais ici. Donc, is SpaceX overvalued on the stock market? Alors déjà, ça capitalise 2,2 trillions de dollars. 2200 milliards de dollars. Vous avez vu que dans tout ce que je vous ai montré avant, ça dépassait pas 75 milliards de valo à l'intro. Pourquoi c'est hyper cher? J'ai voulu prendre le cas de figure de Micron et de Nvidia. Micron et Nvidia, vous le savez, Micron et Nvidia sont des entreprises ultra bullish actuellement en bourse, ultra haussières, tout en haut d'une tendance haussière incroyable. Regardez par exemple Micron. Donc là, je vous montre Micron, vous vous dites hors de question d'acheter ça maintenant. De toute façon, c'est trop cher. Probablement, ça va retracer. Et effectivement, ça peut très bien retracer. Mais il n'empêche que, oubliez le court terme. Regardez simplement cette énorme tendance haussière. Là, vous pouvez vous dire, bon, bah, quand même, après ça, ça doit être extrêmement cher. Je ne vais pas acheter après une telle hausse, etc., etc. Et c'est probablement beaucoup plus cher que SpaceX en bourse. Et non seulement Micron n'est pas plus cher que SpaceX, mais SpaceX est 4 fois plus cher que Micron. En fait, alors plusieurs critères. Le ratio prix de l'action sur le chiffre d'affaires, market cap sur chiffre d'affaires. Le ratio par rapport à l'EBITDA, le PE et le forward PE. SpaceX en bourse, c'est 95 fois son chiffre d'affaires. 75 fois son EBITDA. Alors dans l'ordre comptable, chiffre d'affaires, EBITDA, résultat net. Alors là, on a manqué plein de cases, hein, mais je simplifie à mort, mais c'est dans cet ordre-là. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas de PE et de PE forward pour SpaceX? Le principe du PE, c'est la market cap sur le bénéfice des 12 derniers mois. Le PE forward, la market cap sur le bénéfice des 12 prochains mois. SpaceX, ça ne fait pas de bénéfice. Ils sont négatifs, donc il n'y a pas de PE. Voilà. Mais, donc on l'oublie, mais on peut regarder le critère par rapport au chiffre d'affaires et à l'EBITDA. 95, 75. Micron est à 15 et 15. Nvidia, 20 et 37. Donc, si vous voulez, ça montre à quel point SpaceX est probablement très intéressante sur le long terme par rapport à ce que ça représente sur le plan technologique. Mais c'est vrai que sur le plan, mais sur le plan boursier, c'est probablement un titre qui sera intéressant lorsqu'il aura quand même corrigé un peu plus. Et qui sera revenu sur des ratios de valeur. Bien sûr, les résultats vont évoluer d'ici là, le chiffre d'affaires augmente, l'EBITDA augmente, la boîte sera sûrement rentable. Mais c'est quand même des critères qui vous montrent qu'il ne faut pas se précipiter. Et comme je vous ai montré à travers au début l'histoire boursière, après certaines IPO, parfois on peut faire moins 50, moins 90% dans les 12 mois qui suivent, hein. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer avec SpaceX, mais ça permet quand même d'avoir un ordre d'idée des choses. Alors les IPO les plus attendus des 2 prochaines années, bien sûr, ce sont les IPO les plus attendus des 2 prochaines années à Wall Street. Les IPO les plus attendus des 2 prochaines années à Wall Street sont sous vos yeux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout en haut du tableau,
AI et Anthropic avec ChatGPT et Claude. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous utilisez l'un ou l'autre, ou peut-être encore un autre. Mais donc, vous avez ici les 10 plus grandes IPO attendues à Wall Street dans l'ordre de la valorisation estimée. Donc, rappelez-vous, entre 2015 et 2025, il n'y avait rien qui dépassait 75 milliards de dollars. SpaceX est à 2200 milliards de dollars. Pour ChatGPT, OpenAI, eh bien, ce serait 900 milliards à l'introduction. Claude, Anthropic, ce serait 400 milliards. Stripe, 170 milliards. Vous connaissez Stripe, hein, c'est un service de paiement numérique. C'est hyper utilisé notamment par les indépendants. Bon, Databricks, 170 milliards. Waymo, 100 milliards. Revolut, broker européen, qui est une banque européenne, broker qui se développe à fond, 75 milliards. Underhill, 60 milliards. Discord, vous connaissez tous Discord, forcément. Moi, je l'ai utilisé à une époque. 25 milliards. Klarna et Chim, 20 milliards. Bon, donc ça, ce sont les 10 plus grandes introductions en bourse attendues. Maintenant, face à ça, l'idée, c'est lesquelles peuvent être intéressantes au moment de l'IPO. On voit bien que SpaceX, bah, c'est ultra cher par rapport à son chiffre d'affaires, par rapport à son EBITDA, et c'est pas rentable. Malgré tout, ça a été introduit à 2200 milliards, il y a eu quand même 3-4 séances de hausse avant que ça revienne à la case départ. Bon. Donc on voit quand même qu'il y a de l'attrait pour le risque en bourse. L'idée, c'est parmi cette liste des 10, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui déjà fait de l'EBITDA? Parce que c'est bien de faire du chiffre d'affaires, mais qu'est-ce qui dégage déjà de l'EBITDA? Donc, passez le chiffre d'affaires, vous enlevez toutes les charges, les salaires, etc. Et qu'est-ce qui dégage de la marge opérationnelle? Et puis après, vous avez tous les frais financiers, les amortissements, etc. Et ça vous donne le bénéfice. Il y en a certaines qui sont déjà rentables, d'autres qui ne le sont pas. Et bien sûr que, comme ce sont des entreprises privées, les informations, on les a un peu au compte-gouttes. Elles publient ce qu'elles ont envie de publier, et c'est ça le problème en fait avec les entreprises privées. Par contre, lorsque vous allez déposer un dossier pour une IPO, là, vous êtes obligé de mettre carte sur table. Donc, nous aurons les informations, bien sûr, avant l'IPO. Et à partir de là, ça permettra de voir un peu en termes de valo où est-ce que ça en est. Mais bon, quand même, déjà, quelques informations. Donc là, bien sûr, les deux plus importants sont OpenAI et Anthropic. Par contre, Anthropic, c'est pas certain, ça pourrait prendre plus de temps. Je dirais que c'est vraiment ChatGPT, OpenAI qui devrait arriver en premier. Alors, première information que je vous donne, et vous allez être surpris, peut-être ou pas. OpenAI, on va le faire en anglais, OpenAI and Anthropic ne sont pas rentables. Are not profitable or are unprofitable. C'est pas rentable. Pire, ChatGPT, OpenAI, n'a même pas un résultat opérationnel positif. Donc là, déjà, ce sont quand même les deux plus grosses attendues. Ça rappelle un peu SpaceX. Effectivement, ce sont des sociétés qui ne sont pas rentables. Bien sûr, tout ça peut aller très vite. Ok, très bien. Bon, il y a du chiffre d'affaires, d'accord. C'est pas non plus si massif que ça. Donc on voit déjà que lorsqu'ils prévoient d'introduire entre 700 et 800 milliards, vous faites le delta, le coefficient multiplicateur par rapport au chiffre d'affaires. Bon, vous allez voir, je vais vous montrer après les moyennes de valo à Wall Street. C'est plutôt 5-6 fois le chiffre d'affaires et pas 20 ou 30 fois, d'accord. Donc, je vous ai mis quand même en vert là où il y a quand même probablement quelque chose d'intéressant à souscrire dès l'introduction. Alors, ChatGPT et Anthropic, même si c'est voilà, ChatGPT et Claude, OpenAI et Anthropic, même si c'est incroyable, voilà, faut pas forcément se précipiter à l'IPO, c'est ça que je veux dire. C'est quand l'introduction de ChatGPT va avoir lieu en bourse, OpenAI. Bien sûr que ça va monter les premières séances. Mais si c'est introduit en bourse à une valorisation incroyable, un peu à la SpaceX, ça va peut-être monter les premières séances, puis ensuite ça corrigera. En fait, moi, mon idée, c'est je vais les attraper, bien sûr, j'ai envie d'être positionné sur OpenAI, et je l'achèterai sur correction. Je me précipiterai pas à l'IPO. Bon, vous avez Stripe. Alors Stripe, l'IPO est attendue, donc c'est probablement une des plus avancées. Elle est attendue d'ici la fin 2026. Probablement les 2 plus avancées, ce seraient les 3 plus avancées, c'est OpenAI, Stripe et Databricks. Ce qui est bien avec Stripe et Databricks, c'est que ce sont des boîtes qui ont un bon chiffre d'affaires, un EBITDA positif et qui sont rentables, enfin, notamment pour Stripe.
Alors ensuite, dans celles qui me paraissent intéressantes, vous avez Revolut, donc banque numérique européenne, broker. Par contre, ça arrivera plus tard. Pareil, hein, c'est rentable, ça fait de l'EBITDA positif. Voilà. Alors après, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de sociétés où eh bien, les informations ne sont pas publiées parce que ce sont des sociétés privées, qu'elles n'ont pas les mêmes obligations que les sociétés publiques. Mais au moment où on s'introduit en bourse, il faut faire tout un dossier et auprès de l'autorité boursière. Et là, bien sûr, il y a les informations. Mais donc, c'est intéressant de se dire déjà que vous pouvez déjà retenir que OpenAI et Anthropic ne sont pas rentables. Stripe, là, il y aura probablement ici, je pense, peut-être une introduction en bourse de type introduction point bas. Alors, ça va dépendra bien sûr de la valorisation. Il ne faut pas que ce soit trop excessif en termes de valorisation. Je continue ensuite avec donc, les 3 IPO les plus attendus. Alors, en 2026, là, c'est plutôt une histoire de timing. Qu'est-ce qui est le plus attendu? Alors SpaceX, c'est fait. OpenAI, Stripe et Databricks. Je n'ai pas mis Anthropic parce que il semble que ce soit quand même peu probable qu'Anthropic soit introduit en bourse cette année. Après, les choses peuvent aller très vite, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Et on voit qu'on va être sur des montants de valorisation importants, et notamment donc 850-900 milliards pour OpenAI. Mais on n'est pas non plus sur les excès de SpaceX. Mais voilà, ce sont les 3 plus attendus ici en termes de timing. IPO, les chiffres de base à étudier. Donc ça, c'est une question intéressante. Lorsqu'une introduction en bourse va avoir lieu, alors bien sûr, vous allez avoir des chiffres qui seront rendus publics. Ces chiffres seront rendus publics dans le dossier d'introduction en bourse, donc ça permettra de se forger une opinion. Je vous ai remis ici quelques éléments comptables importants. Moi, je me concentrerai déjà la base, le chiffre d'affaires. Quelle est la dynamique du chiffre d'affaires des dernières années? Il faut que ce chiffre d'affaires soit croissant. Si vous avez une boîte qui s'introduit en bourse qui fait de moins en moins de ventes, même pas trop envie d'y aller. Ensuite, est-elle déjà opérationnellement rentable? L'EBITDA, la marge opérationnelle. Voilà, bon, c'est le chiffre d'affaires moins les salaires, les coûts fournisseurs, les coûts marketing, enfin les coûts de fonctionnement, si vous voulez, opérationnels, courants. Est-ce que déjà, après ça, la boîte dégage un bénéfice opérationnel? Euh, la base. À partir de là, c'est déjà bien. Ça peut être intéressant. Il n'est pas nécessaire qu'une boîte soit rentable en bourse pour que son introduction en bourse soit pas intéressante. Vous l'avez vu avec SpaceX. Et pourquoi? Parce qu'une boîte au début, pour être rentable, la plupart de ces boîtes, elles se développent avec du crédit. Il y a des charges financières qui sont énormes quand on investit. Voilà. Donc forcément, parfois, ça fait que du résultat opérationnel, vous allez passer à un bénéfice, un résultat net négatif. Mais il n'empêche que toute cette dette qui est faite, derrière tous ces investissements qui sont faits, donc ça, ce sera à côté, les CAPEX, c'est censé derrière apporter beaucoup de chiffre d'affaires et puis permettre des gains de productivité. Et puis derrière, vous remboursez les crédits. Et puis le chiffre d'affaires est tel que voilà, vous devenez rentable. Bon. La base, c'est d'avoir un chiffre d'affaires croissant, un EBITDA croissant et positif. Ensuite, ce qui sera vraiment important de regarder, ce sont les ratios de valorisation boursière pour une introduction en bourse. Et 3 multiples notamment, dont je vous ai déjà parlé. Le rapport entre la market cap et le chiffre d'affaires, la market cap et l'EBITDA, la market cap et les bénéfices. La market cap et le chiffre d'affaires, vous voyez que la moyenne du S&P 500, c'est 3. En moyenne, les boîtes du S&P 500 se payent 3 fois leur chiffre d'affaires. Je vous ai montré SpaceX tout à l'heure, c'est 80 fois son chiffre d'affaires. Après, sur des boîtes comme ça, de la tech, bien sûr qu'une boîte peut se payer beaucoup plus que 3 fois. Vous avez vu, Nvidia et Micron, ça se paye 15-20 fois le chiffre d'affaires. Bon. Donc sur la tech, c'est particulier. Je dirais, moi, surtout me concentrer sur ce ratio. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons vu, ces boîtes, en général, ne sont pas rentables. Donc il y a pas de rapport entre la market cap et le bénéfice net, puisque ce bénéfice net est encore négatif. Elles sont souvent déjà opérationnellement rentables, c'est l'EBITDA. Et là, il ne faut pas que ce soit déconnant. Il ne faut pas que le ratio market cap sur EBITDA soit au-delà des 15-20 au moment de l'introduction, sinon c'est vraiment excessivement trop cher.
Et du coup, dans ce cas de figure, mieux vaut attendre après la IPO que ça corrige et se repositionner sur correction lorsque vous allez retrouver eh bien, un ratio price sur EBITDA autour de 17, 20, 20, 21, 22, des choses de ces ordres de grandeur-là. D'ailleurs, là, Micron et Nvidia sont à peu près à ça, en tenant compte donc de leur EBITDA. Voilà, bon, ça bien sûr, c'est lorsqu'il y aura les dossiers d'IPO. Pour l'instant, on les a pas. Mais je dirais que la base de la base, pour résumer, un chiffre d'affaires qui soit croissant les dernières années, au moins un EBITDA qui soit positif, pas forcément un résultat net positif. Et en termes de valorisation, donc ça, on sait parfaitement l'évaluer. Avant l'IPO, on voit à peu près la valorisation qui va sortir et on peut commencer à faire les premiers ratios. Il ne faut pas non plus avoir un ratio market cap sur EBITDA qui soit trop déconnant. Voilà, bon ça, ce sont des premiers éléments qui seront intéressants à noter. Et nous terminons cette vidéo pardon, par un diagnostic fondamental et technique pour envisager la tendance estivale du S&P 500. J'ai plusieurs choses à vous montrer déjà. Nous allons faire un point valo. Heu, N'en déplaise aux collapsologues, c'est toujours pas cher. Écoutez, les anticipations de profit sont tellement importantes à Wall Street que malgré le fait que le S&P 500, alors certes, il a un peu corrigé, par rapport à son récent record, mais il est quand même, largement au-dessus des 7 000 points. Le ratio, le PE forward du S&P 500 est revenu à sa moyenne des 5 dernières années. Il est retombé à 20. On est très loin du record des 23. Bien sûr, ça, c'est ce que vaut, c'est le prix du S&P 500 par rapport aux bénéfices anticipés. Il ne faut pas se planter sur les bénéfices anticipés. Mais ça montre à quel point que si on ne se trompe pas sur les bénéfices anticipés, il est toujours pas cher, ce S&P 500. Ensuite, nous allons entrer à partir de ce mois de juillet dans la saison des résultats du second trimestre. Regardez un peu les anticipations. Alors pour le secteur de l'énergie, on comprend, hein, avec le prix du pétrole au T2, ils s'en sont mis plein les poches. Mais regardez les anticipations pour le secteur de la tech et des matériaux, ça aussi on comprend. Mais surtout encore le secteur de la tech, encore 59% de croissance des bénéfices attendus pour le secteur de la tech. C'est ça tous les trimestres, quoi. Donc là, encore une fois, on voit que la tech sera hyper attendue en termes de croissance des profits pour ce second et ça va orienter la tendance, la tendance estivale. Ensuite, un facteur, de risque quand même, mais ça va être intéressant, c'est que si vous voulez, jusqu'à récemment, la principale source d'inquiétude, c'était la deuxième vague d'inflation, l'aspect géopolitique. La deuxième vague d'inflation, c'est le vrai sujet du moment. On voit que ça l'est pour la Fed. Vous avez vu la semaine dernière la publication du PCE Core. Vous savez que la Fed ne veut pas qu'il soit durablement au-dessus des 3,3. Le prix du pétrole retombe. Kevin Warsh a explicitement mentionné les prix du pétrole. Est-ce que la Fed va monter ses taux en septembre ou pas? Quel type de hausse de taux? Une hausse de crédibilité? Une vraie hausse pour lutter contre l'inflation? Il y a beaucoup de questions comme ça. Et tout ça, ça montre que les chiffres macro en lien avec l'inflation, comme d'habitude, direz-vous, vont être extrêmement importants à suivre cet été. À un moment où il faut quand même rester prudent, je vous remontre ici les dernières données, les dernières données qui sont à ma disposition de la part du cash chez les gérants. On est quand même sur une partie basse. Donc, alors ça peut aller plus bas, bien sûr, mais si vous voulez, ça rappelle à quel point il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Pas le droit à l'erreur sur les résultats et notamment sur la tech, notamment sur la tech, hein. Franchement, c'est vraiment la tech qui fait tout. C'est la tech qui fait tout. Pour le S&P 500, d'un point de vue technique, RAS tant que le marché se maintient au-dessus des 7 000 points. Donc entre-temps, bien sûr, ça fait des phases de temporisation, ça peut retracer, ça peut retest. Pourquoi? Parce que en données mensuelles, vous avez potentiellement cette divergence mensuelle qui rappelle un peu ici cette divergence du passé. C'est quand même un graphique de 25 ans, c'est pas rien. Mais si vous voulez, elle n'est pas active tant que le marché n'enfonce pas ce sommet. Alors, le sommet des 7 000 Donc, il y a toujours des mouvements de correction à court terme, mais tant que le marché évolue au-dessus des 7 000 points, il reste en tendance haussière de fond. Cassure des 7 000 là, c'est activer une divergence baissière mensuelle. Et là, effectivement, on a un marché qui pourrait retracer quand même de manière beaucoup plus forte. Et ça va, de toute façon, assez largement être lié aux résultats de la tech cet été, et ce mois de juillet, et au chiffre de l'inflation, et à l'évolution des perspectives de politique monétaire de la Fed qui vont être, qui vont avoir lieu tout au long de cet été. Chers amis, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu.
Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine à tous. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.